Quand on les met au monde, on aimerait faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter qu'ils soient malades. Malheureusement, les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Nos bouts de chou peuvent tomber malades, cela peut arriver. Alors que faire? Mon enfant a une otite. C'est le thème du jour sur Sacrés Parents. Bienvenue à tous. Au sommaire, le casse-tête dans la rue. Les passants répondent à nos questions sur le sujet du jour. Miam miam dans la cuisine avec Maman Élise ou l'art de faire de bons petits plats à petit prix. Et donc, ce moment que vous avez dans l'émission, cette rubrique que vous avez dans l'émission, vous pouvez poser toutes vos questions à notre spécialiste. Enfin, les petits génies ou les exploits filmés de vos bouts de chou à la maison. Les vidéos que vous pouvez bien sûr partager avec nous. Si vous le souhaitez, il vous suffit de vous rendre sur la page Facebook en tapant Sacrés Parents. Voilà pour le sommaire. Si vous voulez faire partie de la grande famille Sacrés Parents, voici comment procéder. Rejoignez la grande famille des Sacrés Parents sur notre page Facebook Sacrés Parents. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Sacrés Parents. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. De retour sur ce plateau, mon enfant a une otite, c'est le thème du jour. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui encore. Bonjour Maman Élise. Bonjour Tina. Maman Élise qui travaille déjà beaucoup. Tu travailles trop Maman Élise. Tu presses? Oui, du jus de fruits, jus d'orange précisément. Jus d'orange. Précisément, Maman Élise, ne me fais pas les yeux doux, s'il te plaît. Jus d'orange au menu du jour dans le Miam Miam. Sur ce plateau, je ne suis pas seule. À ma droite, Olivia, notre invitée de ce jour qui a accepté de partager avec nous son expérience de maman au sujet de l'otite. Bienvenue Olivia et surtout merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Tina, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. À côté, le docteur Gaël Biliga, médecin généraliste. Bienvenue docteur et merci également d'avoir accepté cette invitation. Merci Tina et c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Une fois de plus, bonjour aux téléspectateurs et à toute l'équipe en place. Voilà. Mon enfant a une otite, c'est le thème du jour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on s'arrête pour le casse-tête. On se retrouve juste derrière. Selon moi, on parle d'otite lorsque l'individu a mal à l'oreille, c'est-à-dire une inflammation de l'oreille. Pour moi, c'est juste une maladie de l'oreille en fait. Donc, pour moi, c'est ça. Pour ne pas entrer trop dans les détails, c'est quand un être humain a mal aux oreilles, là, c'est ça. Bon, l'otite, à mon avis, c'est, d'après ce que je vois souvent, c'est une maladie liée à l'oreille, c'est une maladie de l'oreille. Généralement, on voit les gens dans la rue marcher avec des cotons dans les oreilles. C'est pour empêcher au puits de sortir. Généralement, ils ont souvent le puits qui sort au niveau de l'oreille. Donc, c'est donc simplement, à mon avis, une maladie de l'oreille. L'otite, l'une des maladies ORL les plus répandues chez les enfants, surtout ceux de 6 mois à 3 ans. Les sujets les plus vulnérables à cette infection sont les enfants de moins de 5 ans qui ont des trompes de stache plus courtes. Les enfants qui fréquentent un milieu de garde parce qu'ils ont tendance à avoir plus de rhume sont également exposés. On peut citer aussi les enfants qui ont des allergies ou qui sont exposés à la fumée de cigarettes, très dangereuse, car ce type de fumée peut irriter les trompes de stache et favoriser l'otite. Les enfants qui n'ont pas été allaités. On ne le dira jamais assez, le lait maternel contient des anticorps qui contribuent à lutter contre les infections. Autre sujet vulnérable aux otites, les bébés nourris au biberon, surtout s'ils boivent leur lait en position couchée. Le lait peut alors pénétrer dans les trompes de stache, ce qui accroît le risque d'otite. Ces enfants devraient donc être maintenus en position assise pour boire au biberon. Au regard de tout ceci, il est important de tout faire pour créer un environnement sain à la maison pour nos enfants dès le bas âge. Tous les détails sur l'otite, son origine, ses symptômes, mais surtout son traitement, à suivre dans cette émission. C'était donc le casse-tête. Nous sommes de retour sur ce plateau. Docteur Gaël, la première question que je vais vous poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'une otite? En fait, une otite, c'est une inflammation de l'oreille. Maintenant, en fonction de la localisation, on pourra
distinguer les types d'otites. D'accord. Voilà, il y a l'otite externe qui affecte le pavillon et le conduit auditif de l'oreille. L'otite moyenne aiguë qui affecte beaucoup plus le tympan, qui représente aussi l'oreille moyenne. Et l'otite séreuse qui est un peu plus profonde, voilà, dans l'oreille interne, oui. Voilà. On aura le temps de parler des caractéristiques de ces différents types d'otites. D'abord, je vais me retourner vers Olivia, maman d'un enfant de 1 an et 7 mois, c'est bien ça? Maman de 2 enfants. Ah, maman de 2 enfants. Oui, mais le plus jeune, il a 1 an et 7 mois, c'est ça. D'accord. En tant que maman, est-ce que tu as déjà eu affaire à la maladie? Est-ce que tu as connu l'otite de près ou de loin? Oui, de près avec mon premier garçon. D'accord. Il avait alors l'âge de 3 ans. Donc ça se passait comment? Il ne ressentait pas de douleur à l'oreille, mais il y avait le pus qui coulait. Sans douleur, aucune douleur. Et on a remarqué ça pendant au moins une demi-journée avant de se rendre chez le pédiatre. Donc quand le pédiatre fait la consultation normalement, et on se rend compte qu'effectivement il s'agit d'un otite. Parce que nous on se disait peut-être un abcès ou quelque chose qui a mal tourné, quoi. Ouais, mais c'est pas ça. Ok, on aura le temps de revenir sur les symptômes de l'otite. D'abord, on va rester sur les différents types d'otite. Comment les distinguer? En fait, c'est en fonction de la localisation. Vu que l'oreille est divisée en 3 parties, l'oreille externe, le conduit auditif et le pavillon, l'oreille moyenne qui est délimitée par le tympan et l'oreille interne. Donc, en fonction de la localisation, on aura le type d'otite, voilà, qui peut être externe, moyenne ou séreuse. Voilà. À quel âge est-ce qu'un enfant est exposé à l'otite déjà? En général, c'est à partir de 6 mois. Entre 6 mois et 3 ans, on a une plus grande recrudescence des otites chez les enfants. Voilà. Donc, c'est sans surprise que j'apprends que son enfant avait 3 ans lorsqu'il a eu son otite, mais il y en a qui sont plus petits, à 6 mois, qui font des otites. Olivia a dit que son enfant faisait une otite, mais il ne ressentait aucune douleur, il y avait juste du pus qui sortait. Quels sont les symptômes de l'otite? Ok, bon, aucune douleur, c'est possible, mais va savoir, est-ce qu'il n'y a pas eu une prise d'antipyrétique qui pourrait aussi servir d'antalgique, donc un médicament qui non seulement baisse la fièvre, mais diminue la douleur. Oui, voilà. Un suppositoire. Voilà, quand c'est le cas, on ne peut pas de façon objective dire qu'il n'y a pas de douleur. C'est pour ça que nous, en consultation, lorsqu'on reçoit un enfant de cette tranche d'âge surtout, on fait systématiquement un examen à l'otoscope, un examen de l'oreille. Donc, parce qu'on n'a pas besoin que l'enfant s'exprime. Si vous avez un enfant de 8 mois qui vient, qui fait de la fièvre, il ne va pas nous dire « j'ai mal à l'oreille ». Donc, il faut aller chercher. Tout comme, voilà, il faut chercher ces infections dont on n'aura pas toujours les plaintes, mais qu'il faut aller traquer. Voilà. Donc, parmi les symptômes, on peut citer la fièvre, on peut citer les douleurs à l'oreille, notamment. Oui, quand on parle d'otite, en médecine en général, lorsqu'on a ce suffixe-là, le it, c'est qu'il y a inflammation, époiement, infection. Donc, et le principal signe des infections, c'est la fièvre. Donc, devant une fièvre, on suspecte une infection. Maintenant, il faut localiser l'infection. Oui, la fièvre est un symptôme de l'otite, mais en plus de ce symptôme-là, on peut avoir un enfant qui est complètement abattu, qui est fatigué, qui ne s'alimente pas bien, qui pleure beaucoup. Oui, un enfant peut être très irritable et ça peut être une otite. Voilà. Et on peut aussi avoir un écoulement. Comme Olivia l'a dit, on peut avoir un écoulement qui peut être translucide ou un peu plus d'aspect purulent, donc qui ressemble à du pus. Donc voilà les signes qu'on peut avoir en consultation qui nous feraient penser à une otite. D'accord. Olivia, ton fils était tu as dit qu'il était sur suppositoire. Est-ce qu'il avait une fièvre? Pourquoi il était sous traitement? En fait, il n'était pas sous suppositoire, mais quand il a commencé à chauffer. Ah, directement, tu lui as mis le support? Ouais. Okay. C'est souvent, ça fait partie des méthodes de prévention. Oui, pour que le mal ne s'aggrave pas généralement quand on a affaire à des enfants. Donc c'est après lui avoir mis le suppositoire que tu constates que le problème n'est pas que la fièvre. Il y a aussi l'oreille qui coule. Maman Elise, est-ce que tu as déjà été face à un cas d'otite, toi? Oui, plus ou moins.
des douleurs, quelquefois des écoulements. Même quand l'enfant ne parle pas encore, mais il y a des signes qui te montrent que l'enfant dirige peut-être la main ou alors tient la tête de ce côté. Tu cherches à savoir. Ça, c'est pour les enfants qui ne s'expriment pas Qui ne s'expriment pas encore. Docteur, par qui se fait l'examen de l'otite? Qui est-ce qu'on doit consulter en cas de doute? Ok, déjà je vais rajouter tout à l'heure, l'un des signes c'est aussi les céphalées, les maux de tête. Les maux de tête. Voilà. Et à qui fait l'examen pour diagnostiquer une otite? Les enfants vont d'abord en consultation générale chez le médecin généraliste qui a l'obligation, pendant son examen physique, de procéder à une otoscopie. Donc un examen de l'oreille avec un petit appareil qu'on appelle l'otoscope. C'est pas compliqué. Et il regarde, déjà il inspecte le pavillon et ensuite il va regarder à l'intérieur pour observer le tympan. Voilà. Donc d'abord le généraliste et en fonction du diagnostic posé, on pourra orienter vers l'ORL. D'accord, on pourra orienter vers l'ORL. Tout à l'heure, on va parler de l'aspect traitement, mais j'adore me tourner vers Maman Élise pour lui parler de l'aspect traitement traditionnel. Parce qu'elle en sait des choses, Maman Élise. Oui, le traitement traditionnel, quelquefois on nous dit, tu prends un couteau de cuisine, que tu chauffes légèrement, et tu fais tomber une goutte de manianga, et tu fais descendre dans l'oreille de la personne. Ça peut être un enfant, ça peut être un grand. Oui. Donc, en fait, l'huile est chaude. La goutte d'huile est chaude. Tiède. Tiède. Oui. Ok, d'accord. Docteur, vous n'aimez pas trop réagir sur les traitements traditionnels. Traitements traditionnels nécessaires ou non? En général, je ne parle que de ce que je connais. Je ne me prononcerai pas parce que, voilà, je ne saurais pas quoi dire à ce sujet. Donc, on va entrer donc dans la phase de traitement. Comment se fait le traitement? Est-ce qu'il est long? Quelles sont les procédures à suivre et tout? Le traitement, il est fonction de la cause, de l'étiologie. C'est en fonction de cela qu'on met le traitement en marche. Et chez les enfants, c'est souvent des germes, des bactéries. Et c'est le traitement antibiotique qu'il faut mettre en place. Maintenant, en fonction de la molécule utilisée, la durée sera déterminée par le médecin. Et des signes associés aussi. Il faut tenir compte des signes associés. On ne va pas traiter que l'otite et oublier que l'enfant ne mange pas et oublier que l'enfant fait la fièvre. Il faut tout ça. Olivia, ton enfant, il mangeait, il dormait bien la nuit, il n'avait pas les maux de tête. Il était comment? Et combien de temps a duré le traitement? Il mangeait bien. Maux de tête, je ne sais pas, parce que bon, c'est difficile qu'un enfant te dise que maman j'ai mal à la tête à cet âge-là. Le traitement, 6 jours, si je ne me trompe pas. Effectivement, il s'agissait d'un antibiotique. Il vient granulé, on met de l'eau. Et voilà. Après le mélange, on le range au réfrigérateur. Bon, le nom m'échappe un peu parce que ça fait longtemps aussi. On n'est pas obligé de. Encore que ce n'est pas le médicament de tout le monde. Oui, c'est pas la molécule. Il ne faut pas parler des molécules. Voilà. Ouais, mais c'est un antibiotique aussi. Voilà. Et oui, quelques antidouleurs aussi. D'accord. Docteur, otite moyenne aiguë, otite séreuse, otite externe, est-ce que tous ces traitements se font sur antibiotiques de la même façon? Non. En général, pour les otites externes, le traitement est purement symptomatique, un antalgique, donc un médicament pour gérer la douleur et la fièvre. Voilà, il ne faut pas aller plus loin. Et pour l'otite moyenne aiguë, vu qu'elle est souvent d'origine infectieuse, oui, il faut mettre une antibiothérapie. Et maintenant, l'otite séreuse peut ne pas répondre. Elle aussi, on peut mettre un antibiotique, mais elle peut ne pas répondre au traitement. Et là, il faut procéder à d'autres méthodes. Voilà, lorsqu'on est en face d'un patient qui a l'otite et on a mis notre antibiotique, ça ne marche pas, il y a des méthodes pour aller peut-être prélever le pus, parce qu'il y a une collection de pus sous le tympan, qui fait bomber le tympan et qu'il faut aller chercher pour soulager le malade. Voilà. Donc voilà, en fonction du type d'otite, le traitement varie. D'accord.
Mon enfant a une otite, c'est le thème du jour si vous nous rejoignez. À l'instant, vous êtes sur Sacrés Parents. On va s'arrêter pour la question des internautes en vous rappelant que vous avez la possibilité, vous aussi, de participer à l'émission. Il vous suffit de vous rendre sur la page Facebook en tapant Sacrés Parents. On se retrouve juste après EDOC. Et donc, mon enfant de 4 ans n'arrête pas de tousser. Les antitoussifs ne le soulagent pas depuis 2 semaines. Que faire? Déjà, il faut savoir identifier le type de toux. Les antitussifs se donnent en général dans les cas de toux sèche. Et chez les enfants, il est rare qu'il y ait des toux sèches. Il faut observer. C'est sur la durée. Et après 2-3 jours, les toux des enfants ont tendance à devenir grasses. Et dans ce cas, ce n'est pas l'antitussif. Parce que antitussif signifie qu'on doit arrêter la toux. Alors que la toux est un réflexe du corps pour aider à repousser, à ressortir les germes qui sont entrés dans les voies respiratoires. C'est un réflexe. Donc il ne faut pas arrêter la toux. Parce que arrêter la toux reviendra à laisser les germes macérer dans nos voies respiratoires. Chez les enfants, il vaut mieux l'aider à fluidifier les sécrétions, à les faire sortir. Quand je parle de sécrétions, c'est parce que chez ceux-là, la toux est souvent associée à l'écoulement nasal. Donc on lave les narines, on l'hydrate bien, il boit, et puis on le laisse gérer sa toux tout simplement. Ça passera dans tous les cas. D'accord. Antitussif, il pourrait avoir des cas où on a des toux sèches, peut-être à cause d'une allergie. Dans ce cas, et même dans ce cas, antitussif, ce n'est pas indiqué chez les enfants. D'accord. Donc, arrêtons d'aller en pharmacie demander des sirops pour les enfants. Des sirops antitussifs. Des sirops antitussifs. Vaut mieux aller en consultation pour qu'on identifie la cause type de toux, et le type de toux. Olivia, comment s'est passée la prise en charge à l'hôpital quand tu es arrivée avec ton fils? Qu'est-ce qui a été fait sur le plan médicinal? Est-ce qu'on l'a examiné? Du moins, comment s'est passée la prescription et le traitement derrière? En fait, ça s'est passé normalement, une visite normale chez le pédiatre. Quand tu arrives avec l'enfant, il se fait consulter. Ne pouvant pas répondre correctement, alors généralement le pédiatre s'adresse aux parents de l'enfant. Donc notamment à toi, la maman. De quoi souffre l'enfant? Qu'est-ce que tu as remarqué? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à être là? Parce que bon, quand tu viens déjà chez le pédiatre, ça veut dire que c'est quand même grave. Alors, j'ai expliqué normalement tout ce qui s'est passé. Comme je disais, pendant une journée et demie, l'oreille a coulé. Et avant ça, il avait une température assez élevée. Donc, après la consultation, normalement, il y a eu une prescription. Après la prescription, le traitement a une durée de 6 jours. Après 6 jours, tu reviens pour un contrôle. En fait, c'est le suivi, quoi. Pour savoir si ça s'est amélioré, si ça s'est atténué ou alors si tout est réglé. Voilà, c'est un peu ça. Docteur, pour Olivia, on a l'impression que ça s'est passé plutôt calmement, mais il faut dire qu'il y a des cas graves où on a des enfants qui hurlent de douleur, qui n'arrivent pas à faire leur nuit et qui ont des céphalées, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. La différence, elle se situe à quel niveau? La différence dans la prise en charge? Non, c'est-à-dire les douleurs, le fait qu'il y ait un enfant qui n'ait pas trop de douleur et qu'il y en ait un autre qui soit vraiment atteint, vraiment touché. Une otite est une otite. Les symptômes ne sont pas toujours proportionnels à la gravité. Et il faut avoir des enfants qui crient pour une douleur légère aussi. Donc, il ne faut pas forcément se fier à l'intensité de la manifestation des symptômes. Il faut aller à l'essentiel, traiter la cause. Voilà. D'accord. Dans les cas d'otite les plus douloureuses, les plus compliquées, les médecins ont recours à la parasynthèse. Vous pensez bien que j'ai fait mes recherches? Oui, Tina. Oui. C'est quoi la parasynthèse?
J'espère que je prononce bien, parasynthèse. Oui, ça se lit parasynthèse, ça s'écrit parasynthèse, mais oui, ça se lit parasynthèse. Qu'est-ce que c'est la parasynthèse? Déjà, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas lié à la douleur forcément. Il peut arriver qu'on mette un traitement antibiotique, comme l'a dit Olivia. Après 6-8 jours, on voit que ça ne marche pas. On repart vers le médecin qui refait un examen de l'oreille et se rend compte que le tympan est bombé à cause de la collection de pus qui est derrière. Voilà. Et là, pour soulager le patient, on fait ce qu'on appelle une parasynthèse, qui est un acte chirurgical qui consiste à faire une petite brèche dans le tympan pour aider à drainer le pus qui est en dessous. Ça aide à soulager le malade et à accélérer le processus de guérison. Donc c'est ça la parasynthèse, c'est juste cette petite brèche-là qu'on va faire sous anesthésie locale ou générale, en fonction du patient qu'on a là, et aider à drainer le pus. Voilà. Est-ce que le fait que les oreilles soient mal nettoyées, est-ce que le fait qu'on ne nettoie pas assez ses oreilles peut entraîner à l'otite? Bon, pourquoi nettoie-t-on les oreilles? En général, lorsqu'on nettoie, on voit du cérumen, on se dit « yes, je suis allé chercher, dénicher les saletés oui. ». Non, non, non. Le cérumen est protecteur pour l'oreille. À force de le nettoyer, en fait, vous vous exposez aux otites. Ah, d'accord. Oui. Vous verrez par exemple. On va arrêter de nettoyer les oreilles. Non, il ne faut pas. Olivia, ça veut dire que tu es une nettoyeuse. C'est pas indiqué du tout. Non, non, c'est pas indiqué. Quand il est nécessaire qu'on aille fouiller dans les oreilles de l'enfant, l'ORL sait où toucher, c'est ce qu'il faut faire. Mais vous, à la maison, n'allez pas manipuler les oreilles des enfants. Ah, c'est bon à savoir ça. Non, il ne faut pas. Au contraire, vous exposez l'enfant à faire plus d'otite en nettoyant, en envoyant des objets dans les oreilles pour nettoyer. Ah, d'accord. Faut pas. Bon, Olivia, tu arrêtes. Hein. Arrête de... Le cérumen qui retient les poussières, les microbes qui entrent par l'oreille, parce que c'est un orifice. Vous savez, il y a toute une machine. Le corps, il a ses mécanismes de défense et ça fait partie des barrières des oreilles. Le cérumen fait partie de ces barrières qui sont là pour retarder les infections. D'accord. Donc voilà, laissez votre cérumen en place. Maman Elise, ne nettoie plus. Hein. Ne nettoie plus pour les petits-fils à la maison. Tu nettoies, non, dis la vérité. Tout le monde nettoie. Voilà. Ne nettoie pas. Ne nettoie plus. Mais moi, j'aimerais poser la question à Doc. Ne pas nettoyer en profondeur ou ne pas nettoyer du tout, parce qu'il y a des moments où ce n'est quand même pas agréable de voir quand il y a des petites coulées qu'on voit déjà, qui sont apparents là. On peut nettoyer devant là. En fait, si l'oreille coule, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'oreille n'est pas censée couler. Parce qu'il y a toujours des petites sécrétions. Ah oui, les taches noires là, qui peuvent remonter. Rester à côté d'une personne et tu vois que son oreille n'est pas... Tu cherches quoi dans son oreille, maman Elise? Tu es à côté. En général, en allant nettoyer, parfois on traumatise. Et une plaie ou une brèche, c'est une porte d'entrée de microbes. Donc, ce qu'on recommande souvent, même quand vous sortez de l'hôpital après un accouchement, il y a un bout de serviette. Hein, on fait une petite forme un peu pointue là, on nettoie le pavillon et légèrement l'orifice là à l'entrée, on ne va pas plus loin. Voilà. N'allez pas plus loin. Il ne faut pas forcer. Vous passez une fois, n'insistez pas en vous disant comme il y a un petit bout noir là, une petite croûte noire là qui s'accroche, je vais aller la dénicher. Non, laissez, ne forcez rien. Voilà. Ok. Sinon, tu as compris. Oui, j'ai compris. Je vais Élise. J'ai compris. On va parler des cas la petite touche de grand-mère. Ah oui, voilà. Élise. On va parler des cas de complications. Est-ce qu'il en existe des cas de complications dues à l'otite? Oui. Il existe des complications. L'otite, c'est une infection. Donc, naturellement, l'infection a la tendance à se diffuser. Et en fonction de comment elle se diffuse, on pourra avoir une infection des organes avoisinants qui peuvent aller jusqu'à la redoutée méningite. On peut avoir une méningite suite à une otite, mal traitée ou pas prise en charge à temps. Donc, on peut avoir même des conséquences neurologiques parce que dans l'oreille interne, il y a des nerfs qui passent par là et avoir ce qu'on appelle une paralysie faciale. Vous avez un patient qui se lève le matin, l'œil ne s'ouvre pas, il y a un côté du visage, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de ride d'expression, le visage est comme figé et tout. Pour avoir une paralysie faciale, c'est l'une des complications. Donc il y a des complications infectieuses et des complications neurologiques comme celle-là. Liées à la prise en charge tardive ou alors au mauvais traitement, au traitement mal conduit. Ça peut être un traitement mal conduit, ça peut être un défaut de traitement, ça peut être une prise en charge inadéquate. Ah d'accord. Voilà.
Ok. Paralysie faciale, méningite purulente, c'est quoi la mastoïdite? Je me suis préparée pour vous, docteur. Oui, je vous ai dit tout à l'heure que dès qu'on entend it, c'est une infection. Simplement, c'est une infection de l'os mastoïde. Ah, d'accord. Voilà. Est-ce que des interventions chirurgicales ont déjà, est-ce qu'il y a des interventions chirurgicales qui surviennent à la suite de complications d'otite, en dehors de l'extraction du pus? Est-ce qu'il y a plus graves complications? Plus graves complications. Interventions, j'allais dire. Oui, il y a des interventions qui sont un peu plus approfondies. Si la parasynthèse ne marche pas, il y a ce qu'on appelle l'installation du yo-yo. Du yo-yo? Oui. C'est quoi? Yo-yo. En fait, le yo-yo permet d'aérer l'oreille interne pour drainer plus facilement les collections purulentes. Parce que quand ça s'amasse, c'est un bouillon de culture. D'accord? Donc le yo-yo, on va l'installer au malade pendant 18 mois à 2 ans. Il va le porter. Voilà. En dehors de ça, il peut avoir une greffe de tympan parce que l'otite peut entraîner une destruction complète du tympan. Et là, il faut procéder à une greffe de tympan qui est un acte chirurgical. Wow. Voilà. Donc, ça me ramène à... permettez-moi de revenir sur les complications. La surdité est l'une des complications naturelles même de l'otite. D'accord. Voilà, on peut perdre sa capacité, son audition à cause d'une otite maltraitée. Voilà. Donc, je voudrais vous poser une question. Est-ce que on dit chez nous que le lait maternel, quand il pénètre l'oreille de l'enfant, ça peut lui provoquer l'otite? Est-ce que c'est vrai? Le lait maternel. Le lait maternel. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que pendant que la maman allaite l'enfant, et une goutte de lait maternel qui vient du sein tombe dans l'oreille de l'enfant. Bon, c'est possible. Il est possible que le lait maternel qui est liquide, qui entre dans le conduit auditif de l'enfant puisse se faire l'objet du siège d'une infection. Hein? Vous savez, il va rester dans un endroit où il stagne et toute sécrétion qui stagne dans le corps humain attire les germes, finit par s'infecter. Donc, il est possible qu'une pénétration du lait maternel. J'avais envie de vous demander qu'est-ce que le lait maternel va faire dans les oreilles. J'espère que ce n'est pas les mamans qui vont mettre le lait maternel à l'intérieur. Non, ça peut arriver. Des fois, la position. Oui, par accident, d'accord. Oui, ça pourrait arriver. Oui, effectivement. Et Maman Elise me permet de vous demander, est-ce qu'un allaitement prolongé met l'enfant à l'abri allaitement maternel, bien entendu, prolongé, met l'enfant à l'abri des infections comme l'otite? Bien sûr. L'allaitement maternel est le principal socle immunitaire de l'enfant. Un enfant qui est au sein a moins de chances de faire des infections qu'un enfant qui est sous alimentation artificielle. Donc oui, le lait maternel protège l'enfant, renforce son système immunitaire, donc il luttera mieux contre les attaques. Voilà. Donc il faut donner le sein au bébé. Il faut donner le sein au bébé. Mon enfant a une otite, c'est le thème du jour. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Sacrés Parents. On va continuer, bientôt entrer dans la troisième et dernière partie de cette émission. Avant, on va s'arrêter pour les petits génies, les exploits filmés de vos bouts de chou à la maison. On vous rappelle que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de partager vos vidéos avec nous. Il vous suffit de vous rendre sur la page Facebook de l'émission en tapant Sacrés Parents. On se retrouve juste après les petits génies. Votre enfant est atteint de la trisomie 21 et le quotidien se fait un peu lourd. Vous avez du mal à gérer ou alors vous vous en sortez plutôt bien. Vous êtes des parents très généreux et ne savez pas dire non à vos enfants. Ces derniers ont fini par dicter leurs lois. Vous êtes une jeune maman, encore scolarisée, et depuis votre accouchement, vous devez gérer les cours au collège ou au lycée et assurer votre rôle de mère, ce qui n'est pas évident tous les jours. La sexualité pour vous est un sujet tabou. En aucun cas, vous n'envisageriez d'en parler avec vos enfants, même si la société nouvelle vous le prescrit.
Votre enfant est arrivé au monde prématurément et vous avez vécu un véritable calvaire émotionnel avant de pouvoir profiter pleinement de lui. Vous souhaitez témoigner dans le cadre de cette émission? Contactez-nous via la page Facebook Sacrés Parents ou alors par SMS au 81 93. À bientôt! C'était donc les petits génies, docteur. Voilà un enfant qui doit voir un de ses parents faire ce geste très souvent, mettre l'argent dans la chemise. C'est dommage. Il a probablement un génie, cet enfant, mais il est mal orienté. Oui. Il a probablement un génie qui est mal exploité, malheureusement. Un génie très mal exploité. On va entrer dans la dernière partie de cette émission. D'abord, je vais demander à Olivia comment son bébé s'est rétabli après le traitement. Est-ce qu'après les 6 jours de traitement, il était sur pied, il allait bien, ou alors après, il a fallu encore aller en consultation pour que les choses rentrent dans l'ordre? Est-ce que tout s'est arrêté après 6 jours? Les écoulements et tout le reste? En fait, je vais dire ça comment. Ça se passe en escalier, donc c'est progressivement. Donc oui, ça ne s'arrête pas à pape, mais le flux diminue au fur et à mesure et voilà, jusqu'à ce qu'il y ait arrêt complet. Ouais. Et aussi la température devient normale au fur et à mesure. La forme aussi, parce que bon, quand il est comme ça, il ne peut pas jouer comme toutes les autres fois, ou bien il est un peu plus timide, plus fatigué aussi. Donc il récupère progressivement. L'appétit aussi revient de façon progressive. Voilà. Et depuis, on n'en a plus jamais entendu parler? Non, plus d'otite. Ok. Docteur, est-ce qu'il y a des mesures à prendre pour éviter, c'est-à-dire des mesures de prévention d'otite, de manière générale? Oui, bien sûr, on peut éviter. On parlait tout à l'heure du nettoyage des oreilles. Il faut éviter d'aller tripoter les oreilles. Il faut éviter d'aller tripoter parce que ça peut entraîner... c'est un traumatisme parfois pour l'oreille. Vous pouvez, en mettant des objets irrités et laisser libre cours aux microbes de s'y introduire. C'est principalement ça. D'accord? En cas de pépin, en cas de doute, allez voir le médecin. Donc, voilà. Et l'otite peut aussi venir des voies aériennes, un rhume, et puis ça se diffuse parce qu'il y a un lien entre la région postérieure des narines et l'oreille interne. Il y a un conduit qu'on appelle la trompe de Stache. Donc le germe peut venir des voies de l'arrière-gorge et se retrouver dans l'oreille. Ça arrive par diffusion. Donc il faut en plus se protéger les narines. Oui, donc effectivement, il y a des choses à faire. J'ai une question, Doc. Je vous écoute. Quand un bébé il est enrhumé ou alors un enfant enrhumé, est-ce que le fait de se moucher fort, comme on dit, peut entraîner des otites? Oui. Le fait de se moucher fort, oui, ça peut être traumatisant pour l'enfant. Ça peut être traumatisant. Ça peut, en forçant, vous pouvez vous blesser à l'intérieur des narines. Et dès qu'il y a une plaie, je vous dis, c'est une porte d'entrée pour les infections et qui peuvent se diffuser jusqu'aux oreilles. Mais là, de façon automatique, en se mouchant, avoir une otite tout de suite, non. Ok. Généralement, les enfants se mouchent fort alors qu'il n'y a rien. Quand il n'y a rien, il faut laisser. Quand il n'y a rien dans le nez, parfois, c'est les mamans même, les parents qui mouchent fort les enfants. Oui, pousse, c'est fini, mais elle est là, pousse, vas-y, pousse. Faut pas. Olivia, tu fais ça. Il y a le lavage nasal pour aider l'enfant à respirer mieux. Faut pas forcer sur le mouche-toi, pousse, non, c'est pas la peine. D'accord. Maman Elise, are you ready? Yes. Les étapes. Je voulais parler anglais, mais je ne sais pas comment dire. Ah, les step. Step. The step. Step by step. First step. Yes. Laver les oranges.
est coupé en deux. J'ai de l'aide ici. Je presse et j'obtiens du jus naturellement avec des oranges bio. Je sais pas pourquoi je ris. Another question? Non, c'est tout, orange, jus d'orange, c'est tout, il n'y a rien dedans, pas de sucre, pas de citron. Non, c'est un jus d'orange totalement naturel. J'ai juste mis quelques gouttes de citron pour stériliser l'orange. Ok. Jus d'orange, est-ce qu'il y a une alimentation particulière pour les enfants sous traitement de l'otite? Est-ce qu'il y a un suivi dans l'alimentation qui doit être fait? En fait, heureusement que maman Élise nous parle du jus d'orange, il faut renforcer le système immunitaire de l'enfant. Donc il faut une alimentation riche en légumes frais, en fruits. L'orange est très riche en vitamine C. Donc voilà, mais une alimentation propre à prévenir les otites, pas vraiment. Il faut juste manger sain. Manger sain, manger bio, comme dit maman Élise. Un mot de fin, Olivia, si tu avais quelque chose à dire avant de sortir de cette émission. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux tout simplement dire aux parents que si on n'a pas un parent pédiatre ou spécialiste en quoi que ce soit en médecine, vraiment, un conseil, il faut toujours amener les enfants à l'hôpital. C'est beaucoup plus sécurisant. Nous-mêmes, évitons de prendre des initiatives parce que à la fin, ça peut être beaucoup plus dangereux, encore même que le mal qui était là initialement. Donc, toujours aller à l'hôpital et je pense que là-bas, quand même, on trouvera une solution adéquate. Exactement. Merci, Olivia. Docteur, votre mot de fin? Mon mot est de vous dire merci naturellement et dire aux parents quand l'enfant ne se sent pas bien, l'enfant fait la fièvre, l'enfant perd l'appétit, l'enfant est irritable, l'otite est un diagnostic possible. D'accord? Donc il faut tout de suite aller vers le médecin pour rejoindre Olivia et poser le diagnostic et adopter une prise en charge. Voilà. Et surtout, éviter de manipuler les oreilles des enfants. Merci, Tina. Parce que nous sommes nombreux, je le sais, à manipuler les oreilles des enfants. Arrêtons de manipuler les oreilles des enfants. C'est sur ces mots que s'achève cette autre édition de Sacrés Parents, votre programme consacré à la santé et à l'éducation des enfants. Merci d'avoir été des nôtres une fois de plus. Merci à toute l'équipe technique pour cette belle émission. Merci à Maman Élise pour son jus d'orange qu'on va déguster à l'instant, qu'on vous dédicace, chers téléspectateurs. Merci Olivia d'avoir accepté cette invitation. Merci au docteur Gaël Biliga. On se donne rendez-vous très prochainement. N'oubliez pas de garder un œil très attentif sur vos enfants. Sacrés parents pour des enfants sacrés.